Le tweet de Donald Trump, hier. Sa nouvelle stratégie, c'est, il a dit, « Personne n'a donné à la République islamique d'Iran une meilleure occasion de conclure un accord que moi. » Tragiquement pour eux, ils n'ont pas su la saisir. Par conséquent, aujourd'hui, hier, il veut dire hier, j'annonce l'opération économique la plus écrasante jamais menée contre un pays. Et ce sera une guerre économique et un isolement d'une ampleur sans précédent. Ensuite, il continue à parler des autres pays. Ils doivent, vous savez, personne n'est obligé de coopérer avec l'Iran, et il va les écraser s'ils le font. Voilà où nous en sommes. Il semble que l'opération militaire n'ait pas fonctionné pour Donald Trump et qu'il revienne en gros à la situation de 2018. Vous vous souvenez, la première administration Trump s'était retirée du JCPOA et avait tenté d'étrangler l'économie iranienne. Et en gros, on revient au même point. Mais tout l'échiquier a changé depuis, à cause de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Michael, je vais commencer avec vous. Le temps est l'élément crucial en ce moment. Qui a le temps de son côté? Qui, selon vous, a le temps de son côté? Eh bien, c'est le point clé, pour reprendre le mot préféré de Richard. Les États-Unis sont désespérés, parce que le temps joue contre eux, mais aussi contre tout le reste du monde qui souffre. Jusqu'ici, nous avons surtout parlé du fait que la crise pétrolière, la guerre du pétrole, oblige les États-Unis et d'autres pays à puiser dans leurs réserves de pétrole pour satisfaire la demande actuelle. Et ils espèrent, d'une manière ou d'une autre, pouvoir libérer suffisamment de pétrole de ces réserves pour contenir le prix du pétrole et de tous ses dérivés, presque jusqu'à l'élection. Mais il y a maintenant un autre facteur, et il concerne la Russie. Tout comme l'Iran, la Russie a déclaré que si Trump nous empêche d'exporter notre pétrole et que nous ne pouvons pas le faire, alors aucun pétrole ne transitera depuis le golfe Persique, ni par le détroit d'Ormuz, ni depuis les zones où les Yéménites mènent des opérations contre l'Arabie saoudite. Et ils ont fait ça pour renvoyer la balle dans le camp des autres nations. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rester là et laisser les prix du pétrole exploser, alors que 25% du commerce mondial de pétrole vient du golfe Persique? Vous allez vous laisser entraîner dans une dépression? Eh bien, la Russie a maintenant rejoint l'Iran en appliquant exactement la même politique. 27% des céréales mondiales sont exportées depuis la Russie et l'Ukraine via la mer Noire. Et nous sommes en pleine saison des récoltes. Or, ce que l'Ukraine fait, c'est bombarder non seulement des raffineries russes pour empêcher la Russie d'exporter son pétrole et maintenir les prix bas, mais aussi des navires russes. Il y a 4 ans, après le début de l'opération militaire spéciale russe, la Turquie a négocié un accord disant « Écoutez, vous ne pouvez pas bombarder les navires marchands les uns des autres, parce que cela perturberait tout le commerce alimentaire mondial. » La Russie a accepté et l'Ukraine a violé cet accord. Une fois de plus, depuis environ un mois, l'Ukraine bombarde des navires russes transportant des céréales et dit que la Russie ne peut exporter aucune céréale. Eh bien, sans grande surprise, la Russie n'a pas seulement bombardé les ports depuis lesquels l'Ukraine exporte ses céréales. Elle a aussi bombardé tous les navires qui entrent à Odessa, qui sortent d'Odessa, qui vont dans d'autres ports ukrainiens de la mer Noire et ailleurs. Donc au moment même où la récolte arrive, l'Ukraine est incapable d'exporter ses céréales et son huile de tournesol. Et cela crée une crise parce qu'il n'y a nulle part où stocker les céréales en Ukraine. Tous les silos sont pleins, il n'y a rien à faire. Et le résultat, c'est que cela force d'autres pays à faire le même type de choix que celui qu'ils doivent faire dans le cas du commerce du pétrole.
Allez-vous intervenir et empêcher l'Europe, l'OTAN, les États-Unis de bloquer le commerce alimentaire? Eh bien, si vous le faites, qu'est-ce qui va arriver, non seulement aux pays asiatiques? Là encore, le Japon et la Corée sont d'importants importateurs de denrées alimentaires russes. L'Inde est un autre importateur. Mais l'Europe aussi a reçu ces denrées alimentaires. Et en fait, par le passé, les propagandistes américains ont dit « Oh, regardez, la Russie bombarde des navires ukrainiens. Pensez à la pauvre Afrique. L'Afrique va mourir de faim parce qu'elle ne peut pas obtenir les céréales ukrainiennes. » Eh bien, aucune de ces céréales exportées d'Ukraine, lorsqu'un accord a été conclu, n'a été envoyée en Afrique. Tout était envoyé vers l'Europe. Et donc les États-Unis disent à nouveau, écoutez, il va y avoir une famine en Afrique et dans d'autres pays. Alors qu'en réalité, c'est l'Europe, les alliés de l'Amérique au sein de l'OTAN en Europe, qui vont vraiment être dans une situation très difficile. Car l'été chaud, le réchauffement climatique, n'a pas seulement réduit les rendements. La hausse des prix des engrais et des taux d'intérêt a aussi bloqué le crédit agricole et l'approvisionnement en engrais. Mais le réchauffement climatique a également asséché le Rhin et d'autres fleuves à travers l'Europe. Et cet assèchement empêche le transport de ce grain par bateau. La Russie est donc aujourd'hui dans la même situation qu'au moment où Napoléon l'a envahi après la guerre de 1812. Napoléon a envahi le pays. Youth at the time traveler red youth. Aliverning to for first war sur the puhoth warper. Russia was able to hold off the troops of Napoleon. It got colder and colder, and they froze. Il a fait de plus en plus froid, ils ont gelé, et Napoléon a été vaincu. Même chose quand l'Allemagne a envahi la Russie après avoir reporté l'invasion, le début de la Seconde Guerre mondiale avec la Russie, parce qu'elle devait attendre les troupes italiennes, qui avaient leurs propres problèmes en Libye, je crois, et en Afrique du Nord. Les troupes allemandes sont donc arrivées en retard. L'automne était là. Les troupes allemandes ont fini par geler. La Russie se trouve donc aujourd'hui dans la même position. Sa principale arme n'est pas quelque chose qu'elle a eu besoin de créer. C'est le temps. Et le temps joue en sa faveur, parce que nous approchons de la saison des récoltes. Nous approchons du moment où la nourriture doit être livrée pour nourrir l'Europe, de nombreux pays asiatiques et les pays du Sud global pour le reste du monde. Et les rendements sont en baisse partout. L'économie mondiale va donc se retrouver face à une double menace. Non seulement la hausse des prix du pétrole, des engrais et du diesel pour le transport routier, mais aussi en même temps la hausse des prix alimentaires. Et maintenant, la balle est vraiment dans le camp des autres pays. Que vont-ils faire? Que peuvent-ils faire? Je pense que la seule réponse, au bout du compte, c'est qu'ils ne se contentent pas de dire, comme ils l'ont déjà dit à Trump, « Vous nous avez demandé de vous soutenir dans la guerre contre l'Iran. Nous ne vous apporterons pas ce soutien. Nous ne pouvons pas nous le permettre parce que toutes nos ressources doivent servir à payer davantage pour nos importations de pétrole et de nourriture. » Vous nous avez empêchés de le faire. Mais ils doivent être plus proactifs. Ils vont devoir le faire. Il n'y a qu'une seule solution. Je ne vois pas cette solution être envisagée à l'heure actuelle. Mais si elle n'est pas adoptée, alors toute l'économie mondiale sera dans une impasse. Le reste du monde va devoir isoler les États-Unis et tous les alliés qui les soutiennent, les alliés européens, et même les gouvernements japonais et sud-coréens actuels, et dire « Nous allons vous imposer des sanctions, comme vous nous avez imposé des sanctions. Nous allons devoir suspendre, par exemple, le paiement de nos dettes en dollars. » Maintenant que nous devons payer plus cher notre nourriture et notre pétrole à cause de la guerre que vous, Trump, avez déclarée unilatéralement, nous ne pouvons pas à la fois nourrir notre population, importer le pétrole dont nous avons besoin pour produire l'électricité, pour nous chauffer, pour faire rouler les voitures,
pour chauffer et éclairer nos maisons et rembourser notre dette en dollars. Nous décrétons un moratoire sur la dette en dollars et sur les paiements avec vous, et ils adopteront d'autres politiques pour isoler les États-Unis. À moins qu'ils ne le fassent, il n'y a aucun moyen d'empêcher les États-Unis, Trump, devrais-je dire, pas les États-Unis, d'empêcher Trump de dire « Eh bien, nous allons survivre. Oui, il y aura une dépression mondiale, mais nous survivrons mieux que les autres pays. » Et cela fera de nous les gagnants de la dépression mondiale. L'Asie, l'Europe, le Sud global seront tous poussés dans la dépression à cause de leur alimentation et de leur pétrole. Mais nous sommes un pays excédentaire sur le plan agricole, ou un pays agricole, ou encore un pays exportateur de gaz. Trump pense donc que d'une manière ou d'une autre, il peut en tirer profit en faisant du tort aux autres pays. Et une fois qu'ils verront cette capacité à utiliser le commerce du pétrole, le commerce des carburants et le système du dollar comme des armes, ils devront comprendre que la guerre ultime est menée par les États-Unis contre tout le reste du monde. Les nations qui importent du pétrole et de la nourriture, et les pays qui utilisent le dollar et dont les dettes sont libellées en dollars. Mais ils doivent maintenant se retirer de tout ce système, parce qu'il les victimise. Richard, permettez-moi d'ajouter quelque chose qui revient sans cesse dans ma réflexion. Si j'ai raison, pendant tout ce temps, Trump s'éloigne en réalité de l'approche navale qu'il avait adoptée ces derniers mois, quand la guerre aérienne ne lui a pas apporté la solution qu'il voulait. Ensuite, il y a le blocus et le rôle de la marine dans tout cela, surtout après la destruction des bases militaires dans les pays du Golfe. Il doit donc disposer d'une base mobile, ce que lui procurent les porte-avions, entre autres. Depuis, il a renforcé ses moyens avec des bombardiers B-1 et B-2. Ce sont des moyens à longue portée pour mener des bombardements massifs, ce qu'il peut faire en Iran avec peut-être des pertes acceptables selon l'efficacité des missiles iraniens. Mais il semble utiliser cela pour se donner une chance de plus d'essayer cette approche par les sanctions, qui en réalité n'a pas bien marché en 60 ans à Cuba. Elle n'a pas marché avec la Russie depuis le nombre d'années qu'il les applique, au moins 10, peut-être 15 ou davantage. Elle n'a pas réussi à amener l'Iran à capituler. Il y a très peu de chances que cela marche. Le reste du monde a désormais trouvé des moyens de contourner ces sanctions parce qu'elles sont en vigueur depuis un certain temps. Elles ne sont pas si différentes des moyens de contourner les droits de douane. Et ça fait des années qu'ils s'emploient activement à contourner ces droits de douane, eux aussi. Donc, ce que dit Michael, c'est qu'ils vont utiliser une déconnexion des États-Unis comme moyen de défense. Ils vont moins vendre, ils vont moins acheter, et ils vont probablement moins investir à mesure qu'ils prendront conscience de leurs propres besoins désespérés pour les investissements qu'ils pourront faire. Vous savez, les investissements s'inscrivent dans le long terme. Donc à court terme, ils feront tout ce qu'ils peuvent. Alors je me demande où cela peut mener. Eh bien, l'une des directions que cela peut prendre, c'est s'ils procèdent à des bombardements en tapis. C'est à cela que servent les B-1 et les B-2. C'est à ça qu'ils servaient au Vietnam, il y a des années, et ainsi de suite. On pourrait alors appeler ça une solution américaine à la Gaza. Il s'agirait de faire à l'Iran ce qu'Israël a fait à Gaza. Ce serait une tentative de détruire littéralement les villes iraniennes, de les réduire au type de décombres que nous avons vus à Gazaville et dans les autres zones urbaines de Gaza, dans l'espoir que cela change quelque chose à la situation. Si je lis correctement les déclarations publiques iraniennes, ils s'y attendent. Ils ont fait de grands préparatifs en conséquence, et cela ne changera pas leur politique. Je ne peux pas en être certain, mais c'est ainsi que cela se présente.
sure of that, but that is how it looks. And then that leaves the United States. Et cela laisse alors aux États-Unis le bombardement massif, ou DASIF, l'emploi d'une sorte d'arme nucléaire tactique qu'ils pourraient essayer d'utiliser là-bas. Mais tout cela signifie que nous entrons, si je comprends bien la logique de tout ça, dans les élections de mi-mandat de novembre, dans un état de chaos intense, de changement, de bouleversement, de guerre. Je veux dire, c'est tout sauf la manière d'aborder une période électorale. Même le titre de ce matin, dont nous discutions avant d'entrer à l'antenne, le secrétaire au Trésor doit intervenir sur le marché, devenir un acteur du marché des obligations à long terme du Trésor américain afin de manipuler le taux d'intérêt à long terme, historiquement très élevé. Pourquoi? Eh bien, sans doute parce qu'un taux d'intérêt élevé à long terme est une très mauvaise façon d'aborder le mois de novembre. Ça va freiner les emprunts, alors qu'on est déjà au bord d'une récession. Historiquement, on en attend une d'ailleurs, vu la manière dont elles surviennent. Vous savez, c'est une accumulation d'indicateurs terribles pour cette élection. Et puis, ces derniers mois, on a vu au sein du Parti démocrate un déplacement du centre historique vers une ligne plus récente, plus progressiste. C'est assez remarquable. Et on a vu aussi une fragmentation de MAGA, qui était sa base, la base de Trump. Si vous mettez tout ça ensemble, c'est un véritable cauchemar politique pour M. Trump. Est-ce que je rate quelque chose? Michael, allez-y. Vous commencez par dire qu'il y a un contournement des sanctions. Il n'existe qu'une seule manière de contourner les sanctions, se dédollariser. Alors, que font les pays pour se dédollariser? La Russie a mis en place une alternative à SWIFT, et la Chine en a créé une autre, encore plus importante. En imposant des sanctions commerciales à des pays qui doivent commercer pour obtenir du pétrole et de la nourriture, quel qu'en soit le prix, et qui vont évidemment continuer à chercher un moyen de payer, principalement en payant la Russie ou l'Iran, les États-Unis accélèrent la rupture avec l'étalon dollar. Et puisque l'un des moyens par lesquels les États-Unis ont mené la guerre contre le reste du monde a consisté à éviter une guerre militaire pour mener plutôt une guerre financière. Eh bien, à l'heure actuelle, la guerre militaire de Trump le contraint à perdre la capacité de mener la guerre financière en utilisant comme arme ce commerce libellé en dollars, en menaçant d'exclure d'autres pays du système de compensation bancaire SWIFT. Alors comment les pays vont-ils payer leurs importations et leurs échanges commerciaux habituels entre eux s'ils ne peuvent pas utiliser le système de compensation bancaire SWIFT, ni le système Euroclear de l'Union européenne? Eh bien, les États-Unis menacent depuis tant d'années d'utiliser cette arme que, comme je viens de le dire, la Russie et la Chine ont créé des alternatives. Et sans l'étalon dollar, sans pouvoir vaincre des pays financièrement plutôt que militairement, il ne reste à Trump que la puissance militaire. Et comme l'Amérique et l'Europe occidentale sont nominalement des démocraties où il faut voter pour choisir le dirigeant, aucun pays ne peut se permettre, aucun parti ni aucun gouvernement ne peut se permettre de rétablir la conscription. Parce qu'on aurait la même réaction que pendant la guerre du Vietnam, une résistance à la conscription. Dès la fin des années 70, j'ai donc écrit un livre, Global Fracture, qui prévoyait à peu près ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai dit que si aucune démocratie ne peut mener une guerre terrestre, et si l'on ne peut pas vaincre un pays comme l'Iran ou la Russie par une invasion terrestre, alors il ne reste que les bombes. Et comme la défense finit toujours par être plus forte que l'offensive, et c'est certainement le cas pour l'Iran aujourd'hui, jusqu'à présent, l'Iran a réussi à abattre des missiles et des avions qui le bombardent. Et la Russie, comme la Chine, l'aide à être alertée de ce qui se passe, des avions ou des bombes qui l'attaquent.
in aircraft or bombs that are attacking it. So the United States is unable even to succeed. Les États-Unis ne sont donc même pas capables de gagner la guerre aérienne qu'ils ont déclenchée. On a donc beaucoup parlé de Trump qui répète sans cesse « Est-ce que je peux utiliser une bombe atomique contre eux? Est-ce que ça n'arrêterait pas tout ?» Eh bien, c'est la seule arme qui reste aux États-Unis. Et la question, c'est que se passe-t-il au sein de l'armée? L'armée accepterait-elle vraiment de le laisser utiliser la bombe atomique? Quand il en a parlé, il y a quelques mois, dans la Situation Room, le général Kane a dit « Vous devez quitter la Situation Room quand vous abordez ce sujet. » Et par la suite, je crois qu'il a dit la même chose, n'allez même pas dans cette direction. Donc tout ce que Trump peut faire, c'est menacer de tout ça. Et il est difficile de voir comment il pourrait réellement l'utiliser. Alors, que va-t-il faire pour les élections américaines qui approchent? Eh bien, c'est ce que Richard et moi disons depuis quelques semaines. Vous l'avez vu, surtout la semaine dernière. Mardi dernier, puis à nouveau, il y a tout juste 2 jours, les élections ne sont pas remportées par le candidat des primaires capable de lever le plus d'argent pour acheter du temps d'antenne à la télévision et tenter de manipuler l'opinion publique. Elles ont été remportées par un candidat qui n'avait pas le moindre argent pour acheter du temps d'antenne. Et il a gagné avec ce slogan « Je ne reçois pas d'argent de l'AIPAC. En fait, je ne reçois d'argent de personne. » Eh bien, il a gagné parce que les gens se rendent compte que, attendez une minute, tout le système politique, tout le système électoral a été financiarisé. Et voulons-nous vraiment laisser élire le sénateur ou le représentant qui peut récolter le plus d'argent auprès des milliardaires et de l'AIPAC en Israël qui veulent prolonger la guerre, une guerre qui fait augmenter nos prix alimentaires et le prix de l'essence, qui serre notre budget et nous appauvrit? Ou voulons-nous quelqu'un qui s'oppose à la guerre? Eh bien, Trump a dit, si vous êtes contre la guerre, vous êtes antisémite. Si vous mettez en cause le financement par l'AIPAC de personnes favorables à la guerre, c'est antisémite. Alors les gens commencent à se dire que ce n'est pas non plus le meilleur argument pour obtenir du soutien en faveur d'Israël. Et cela est presque devenu en soi un message publicitaire antisémite. Parce que les gens disent, eh bien, même si vous dites qu'il est antisémite de s'opposer à la guerre et de refuser que notre budget soit étranglé pour mener une guerre que nous ne voulons pas, alors vous pouvez nous coller cette étiquette. Eh bien, c'est ça, l'ironie. Tout se retourne contre lui. Trump obtient l'inverse de tout ce qu'il essaye de faire, sur le plan militaire, politique, dans son soutien à Israël et dans le programme républicain en général, sur toute la ligne. Et cela semble déchirer le Parti républicain lui-même. Jusqu'ici, les républicains pro-Trump ont dominé les primaires. On a beaucoup moins prêté attention aux républicains. Toute l'attention s'est portée sur les démocrates, parce que chez les démocrates, les socialistes l'emportent sur les centristes. Un centriste, c'est en gros quelqu'un de droite. Il ne faut rien faire pour s'opposer aux politiques de Biden et de Trump. Donc un centriste est pro-guerre, anti-syndicat, pro-Wall Street, en gros. Et ils perdent face à ce qu'on appelle le socialisme. Et les socialistes sont anti-guerre, et donc favorables à des dépenses sociales actives de l'État, comme lors de tout l'essor de l'Amérique au XIXe siècle, de tout l'épanouissement des politiques de Roosevelt dans les années 1930. Ce qu'on appelait autrefois le nationalisme américain et le progrès social américain s'appelle maintenant le socialisme. Et les sondages montrent que les gens préfèrent le mot socialisme au mot capitalisme. Alors les gens disent, vous voulez appeler socialiste ce que nous voulons. Appelez ça comme vous voulez, mais c'est pour ça que nous allons voter. But that's what we're going to vote for.